Le stalinisme fut le règne de la terreur dans la classe bureaucratique elle-même. Le terrorisme qui fonde le pouvoir de cette classe doit frapper aussi cette classe, car elle ne possède aucune garantie juridique, aucune existence reconnue en tant que classe propriétaire, qu'elle pourrait étendre à chacun de ses membres. Sa propriété réelle est dissimulée, et elle n'est devenue propriétaire que par la voie de la fausse conscience. La fausse conscience ne maintient son pouvoir absolu que par la terreur absolue, où tout vrai motif finit par se perdre. Les membres de la classe bureaucratique au pouvoir n'ont le droit de possession sur la société que collectivement, en tant que participants à un mensonge fondamental. Il faut qu'ils jouent le rôle du prolétariat dirigeant une société socialiste, qu'ils soient les acteurs fidèles au texte de l'infidélité idéologique. Mais la participation effective à cet être mensonger doit se voir elle-même reconnue comme une participation véridique. Aucun bureaucrate ne peut soutenir individuellement son droit au pouvoir, car prouver qu'il est un prolétaire socialiste serait se manifester comme le contraire d'un bureaucrate, et prouver qu'il est un bureaucrate est impossible, puisque la vérité officielle de la bureaucratie est de ne pas être. Ainsi, chaque bureaucrate est dans la dépendance absolue d'une garantie centrale de l'idéologie, qui reconnaît une participation collective à son pouvoir socialiste de tous les bureaucrates qu'elle n'anéantit pas. Si les bureaucrates pris ensemble décident de tout, la cohésion de leur propre classe ne peut être assurée que par la concentration de leur pouvoir terroriste en une seule personne. Dans cette personne réside la seule vérité pratique du mensonge au pouvoir, la fixation indiscutable de sa frontière toujours rectifiée. Staline décide sans appel qui est finalement bureaucrate possédant, c'est-à-dire qui doit être appelé prolétaire au pouvoir ou bien traître à la solde du Mikado et de Wall Street. Les atomes bureaucratiques ne trouvent l'essence commune de leurs droits que dans la personne de Staline. Staline est ce souverain du monde qui se sait de cette façon la personne absolue, pour la conscience de laquelle il n'existe pas d'esprit plus haut. Le souverain du monde possède la conscience effective de ce qu'il est, la puissance universelle de l'effectivité, dans la violence destructrice qu'il exerce contre le soi de ses sujets lui faisant contraste. En même temps qu'il est la puissance qui définit le terrain de la domination, il est la puissance ravageant ce terrain. Das ist das Lied von der roten Fahne, die den brennenden Morgen verkündet, die über Länder und Ozeane aller bedrängten Herzen entzündet. Einmal, nach all den Stürmen, wenn sich die Blutnacht erhellt, rauscht sie von allen Türmen einer eroberten Welt. Genossen, eine alarmierende Nachricht. Der Deutsche Reichstag steht in Flammen. Noch sind keine Einzelheiten bekannt, aber schon verbreitet der faschistische Rundfunk über alle Sender die Behauptung, Kommunisten hätten den Reichstag angezündet. In Wirklichkeit handelt es sich um eine groß angelegte, ungeheuerliche Provokation der Nazi-Regierung. Die Versammlung ist aufgelöst. Der Reichstag brennt. Die Nazis haben Vorwand, den sie brauchen. Die Versammlung ist aufgelöst. Sie wollen unsere Partei verbieten. Sie wollen die Stimme der Arbeiterklasse ersticken. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Solange es Kommunisten in Deutschland gibt und es wird die immer geben, solange wird der Kampf gegen Hitler nicht aufhören. Für den Frieden aller Völker, den Hitlergenossen. Hitler heißt Krieg!
Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée concourt au renforcement permanent de la société capitaliste, non plus seulement sous la forme de son travail, mais aussi sous la forme des syndicats, des partis ou de la puissance étatique qu'il avait constituée pour s'émanciper, il découvre aussi par l'expérience historique concrète qu'il est la classe totalement ennemie de toute extériorisation figée et de toute spécialisation du pouvoir. Il porte la révolution qui ne peut rien laisser à l'extérieur d'elle-même, l'exigence de la domination permanente du présent sur le passé et la critique totale de la séparation. Et c'est cela dont il doit trouver la forme adéquate dans l'action. Aucune amélioration quantitative de sa misère, aucune illusion d'intégration hiérarchique ne sont un remède durable à son insatisfaction, car le prolétariat ne peut se reconnaître véridiquement dans un tort particulier qu'il aurait subi, ni donc dans la réparation d'un tort particulier, ni d'un grand nombre de ses torts, mais seulement dans le tort absolu d'être rejeté en marge de la vie.